demeure où j'y ai travaillé, vécu, et je suis extrêmement fière d'abord de cette programmation culturelle très engagée, très riche et très ambitieuse que l'AXIL et le Centre culturel Anaïs Mandrahi a lancé. D'abord vous remercier au nom du comité français d'accueillir François-Guillaume Laurin pour son livre qui s'intitule Il fallait bien les aider. Quand des justes parmi les nations sauvaient des Juifs en France, et je pense que ce sujet résonne tous en nous, d'autant plus depuis le 7 octobre. Alors les justes parmi les nations, pour revenir sur d'abord la mission première du comité français pour Yad Vashem, et de soutenir Yad Vashem, qui est l'Institut international pour la mémoire de la Shoah. Moi, j'ai envie de dire le Mémorial international de Jérusalem, que vous connaissez tous, mais également d'œuvrer à la reconnaissance des justes parmi les nations. Pourquoi? Parce que quand Yad Vashem a été créé en 1953, quelques années juste après la guerre, je pense que l'être humain, il est toujours plus facile de célébrer les héros que les martyrs. Et cette façon de célébrer les justes parmi les nations, c'est une façon pour nous de célébrer l'humanité. Alors les justes parmi les nations, pour être très précis, ce sont des hommes et des femmes non juifs qui ont sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est très circonstancié et très limité dans le temps, au péril de leur vie, et pendant la Seconde Guerre mondiale, sans contrepartie financière. Alors juste pour vous donner un exemple, parce que le terme peut être galvaudé, des personnalités célèbres. Alors le juste le plus connu, c'est Oskar Schindler, quoique pour nous, c'est très controversé parce qu'il a effectivement donné du travail à des Juifs et il aurait pu bénéficier exactement des revenus des Juifs, mais la figure encore la plus connue, c'est peut-être Sir Nicholas Winton, que vous connaissez tous, ce fameux film qui s'appelle Une vie, qui est joué, ce film hollywoodien, qui est joué par Anthony Hopkins, où Sir Nicholas Winton, on voit cette scène filmée par la BBC, et à un moment, il est interviewé, on lui dit « Retournez-vous », et il se retourne, et il voit tous ces enfants qu'il a sauvés. Scène mythique, tout le monde qui évidemment nous tire les larmes. Et alors, Sir Nicholas Winton n'est pas juste parmi les nations parce qu'il est juif. C'était avant 39. Exactement. Et c'est avant 39. Et parce qu'il est juif. Et avant 39. Mais c'est surtout parce qu'il est juif, donc il n'a pu être reconnu. Donc voilà, c'est très circonstancié. On a beaucoup en ce moment de thématiques où le terme de juste est politisé, où on entend qui sont les nouveaux juifs. Non, les nouveaux juifs, ça n'existe pas. Les juifs parmi les nations, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà. Ensuite, vous dire que nous, on est extrêmement fiers de ce partenariat avec François-Guillaume Laurin. Et j'en profite pour remercier également Corinne Meloul, la directrice du département des Justes, qui a sillonné les routes de France avec François Guillaume à la rencontre des derniers Justes et des personnes sauvées, grâce à qui a pu naître ce magnifique ouvrage qui est aussi un récit de l'intime, parce que les Justes sont ces héros de l'ombre. On est dans l'intimité, on n'est pas dans des réseaux de résistance, mais on est dans une chaîne de solidarité. Et ça, c'est très précieux. Voilà, cet ouvrage est magnifique et nous sommes extrêmement fiers de ce livre, qui est d'ailleurs finaliste du prix Renaudot. Pour nous, François Guillaume, tu as gagné ce prix haut la main, et voilà, nous en sommes fiers. Voilà, je te laisse la parole. Merci à toi. Merci. Alors, bon, merci à Harry pour votre accueil très chaleureux. Merci Karine de m'accompagner. Merci David. Je vois beaucoup de personnes du comité français ce soir. Voilà, d'être fidèle depuis plusieurs mois, parce que le livre est sorti depuis le mois de septembre. Ça fait 2 ans qu'on est parti avec Corinne, en effet, sur les routes parfois enneigées et froides de la France. C'était le mois de février, de mars. Et donc, mais pour trouver toujours beaucoup de chaleur au bout de la route. Alors, je voudrais tout d'abord revenir sur ce que dit Karine. En fait, cette notion de juste, comment elle émerge. Vous pouvez prendre le micro. Ouais, je vais prendre ça. Voilà. Alors, cette notion de juste, elle met un peu de temps à émerger en Israël. C'est normal. Bon, il faut se remettre évidemment du choc immense de la Seconde Guerre mondiale, mais la notion même, quand même, elle est inventée, elle est presque rêvée dès 1945 par une personne qui s'appelle Shen Bavi, qui est comme une sorte
de vision d'un lieu d'abord pour accueillir les 6 millions de martyrs juifs et aussi pour, dans ce lieu-là, dédier un endroit pour ceux qui tout de même en ont sauvé dans ce massacre général. Simplement, la société israélienne, en 1953, Karine, tu rappelais donc cette date de la fondation de l'Institut pour la mémoire Shoah, donc de Yad Vashem en 53, elle n'est pas encore prête à donner finalement une application et une incarnation à cette notion. Pourquoi? Parce que il y a cette sorte de césure, de scission presque, de mur invisible et douloureux, très douloureux, dans la société israélienne après la guerre, entre ceux qui étaient déjà sur le territoire du futur État d'Israël, qui n'ont pas connu en direct la Shoah sur le territoire européen, et les survivants. La question, enfin, on le retrouve dans toute la littérature israélienne, hein, c'est lancinant, c'est pourquoi vous avez laissé faire ça? Il y avait presque ce reproche aux survivants, et cette double culpabilité d'ailleurs des survivants, qui est coupable d'avoir survécu, et puis en plus coupable presque devant les Israéliens. Et donc, vous imaginez bien que reconnaître des gens qui ont en plus aidé des Juifs dans cette extermination était encore plus difficile, des non-Juifs qui auraient pu aider des Juifs à échapper à l'extermination. C'est pour ça que pendant près de 8 ans, il n'y a rien qui se fait vraiment. Et le tournant, parce que c'est un tournant d'abord dans la société israélienne, c'est évidemment le procès Eichmann en 61. Le procès Eichmann, qui est extraordinairement médiatisé, relayé. Il y a les témoignages des survivants. C'est là, à ce moment-là, que la société israélienne, elle prend conscience très intimement, à travers les récits portés, à travers les récits relayés dans la presse, de la difficulté, presque l'impossibilité à échapper à l'extermination. Donc le regard change complètement sur ce qu'ils ont enduré. Et donc on peut mieux, du côté israélien, accepter de reconnaître et de remercier des gens qui, dans ce cadre-là, ont aidé des Juifs à échapper à un étau, à quelque chose qui semblait en effet difficile à fuir. Et c'est au cours du procès Eichmann qu'il est question pour la première fois concrètement avec le procureur d'exemples dans les pays qui ne sont plus seulement des pays, des lieux, des territoires où il y a eu une extermination, où il y a eu une collaboration, mais aussi, il y avait comme ça, dans ce grand nombre, des gens qui sont levés, qui ont ouvert leurs portes, qui ont tendu leurs mains. Il y a des noms qui sont prononcés lors de ce procès. Et dans la foulée, en fait, en 62, il y a Golda Meir, qui à ce moment-là est ministre des Affaires étrangères, qui lance une première liste de 12 justes. C'est fait un peu, je dirais presque à l'emporte-pièce, hein, à la déclaration orale. Une déclaration orale choisit 12 personnes sauvées et elle leur demande qui vous a sauvé. Dans les 12, il y a un personnage donc qui pose tout de suite problème, mais qui va, parce qu'il pose problème, parce qu'il est un problème dans cette liste de 12, va déterminer toute l'histoire en fait des justes ensuite et de son écriture et de son cadre. Tu en as parlé, Karine, c'est Oskar Schindler qui fait partie des 12 premiers. Et parce que il y a cette question, cette ambiguïté sur a-t-il gagné de l'argent ou pas dans son usine de Cracovie. Là, la commission de Yad Vashem se dit que ce problème qui se pose pour Schindler va se reposer ailleurs pour d'autres cas. Donc il faut donner un cadre beaucoup plus strict, beaucoup plus sérieux, plus écrit surtout. D'où la nécessité donc de fournir 2 témoignages écrits. Hein. On n'est plus à l'oral, mais on est dans une écriture.
Et c'est d'ailleurs là que je remercie encore les archives du Comité français pour Yad Vashem, parce que ça va être à l'origine de la constitution d'archives, puisque ce sont ces 2 documents à chaque fois pour les dossiers, voire plus. Hein, on en accueille davantage, plus il y en a, mieux c'est pour le dossier. Mais au moins 2 témoignages écrits où la personne qui veut remercier fait état précisément, concrètement, des circonstances, des gens, des lieux, des dates, etc., etc. Ce qui est assez intéressant parce que la notion de juste, elle s'inscrit plus dès lors dans la mémoire, simplement, mais aussi dans l'histoire, puisque vous écrivez quelque chose. Vous commencez à écrire. C'est une petite écriture, c'est une écriture à minima, mais c'est quand même déjà une écriture. Et puis, évidemment, donc, il y a l'absence de contrepartie financière. Et même, il y a une commission assez lourde, assez compliquée, mais assez sérieuse d'historiens, de juristes qui se met en place et qui est toujours là. Et d'ailleurs, le procureur Hausner, qui a le premier parlé des justes pendant le procès Eichmann, va ensuite, dans les années 60-70, jouer un grand rôle dans le cadre de Yad Vashem pour les justes, pour ce développement, parce que une chose, c'est de mettre en place, de penser à ressusciter, à ranimer une notion qui est dans le Talmud, hein, mais qui n'est pas dans le Talmud. Le juste ne sauve pas. Il est question juste de respecter des commandements, un certain nombre de commandements, 7 que respectent les Juifs aussi, mais il n'est pas question encore de sauver, hein, dans le Talmud. Et c'est véritablement une invention là qui se déroule dans le domaine en fait du salut. Et on peut en effet après l'appliquer, et elle a été appliquée dans le cadre aussi d'autres génocides après reconnus comme le génocide arménien ou le génocide des Tutsis, où il a été aussi question des justes. Là, c'est les justes parmi les nations. Et cette notion, elle va tout de suite, évidemment, être appliquée aux pays européens. France, tous les pays occupés par les nazis. Et c'est donc tout à fait normal que le premier juste soit reconnu juste peu après, en 64. C'est d'ailleurs un homme d'église, un catholique, hein, c'est l'abbé Fleury. Il a œuvré à Poitiers, d'abord en étant aumônier dans un camp de tziganes, et juste, enfin, dans le camp, il y a 2 parties dans le camp, il y avait aussi le camp des Juifs, et là, en association, et là on voit tout de suite d'ailleurs que le juste n'agit forcément pas tout seul, il va, pour œuvrer, il va mettre en place une chaîne et des liens. Là, en l'occurrence, l'abbé Fleury, c'est avec un rabbin Cohen, c'est aussi Rabbin Bloch, pardon, et c'est aussi avec une secrétaire de mairie, parce que il faut assurer le côté pratique, hein, et souvent. Et on retrouve d'ailleurs dans l'aide apportée par les justes aux Juifs des pratiques, et c'est normal, au même moment, qui sont utilisées pour cacher les résistants, c'est-à-dire faux papiers, des caches. Anthropologiquement, dans l'histoire de l'humanité, quand vous voulez résister, faut des armes, sans doute, souvent, mais aussi il faut se cacher par rapport à un pouvoir qui est, on va dire, qui est tentaculaire, qui est beaucoup plus fort que vous, hein, qui représente la puissance. Faut se cacher, faut disparaître. L'histoire des justes, c'est aussi l'histoire de gens qui font mais disparaître pour le bien, pour le mieux, et pas pour le mal, pour le pire et pour la déportation des Juifs, qui les cachent et qui leur trouvent des caches. Et la deuxième personne, en 64, qui est reconnue en France, c'est une protestante. Donc on trouve l'autre religion dominante à ce moment-là en France, c'est une femme, Alice Ferrière, dans le Cantal, à Murat. Là, sa démarche, on le voit, elle est assez étonnante aussi. Elle baigne dans un cadre résistant. Elle a un beau-frère qui est assez connu, enfin que vous connaissez peut-être le nom, qui est Jean Cavaillès, qui est le grand mathématicien français de l'époque, qui va devenir un grand chef de résistance,
va être arrêtée et fusillée, mais elle œuvre d'abord en détournant un programme d'aide du régime de Vichy, qui au départ est adressé à des prisonniers de guerre, mais qu'elle va détourner pour aider des communautés juives. Et elle est, elle, véritablement dans un cadre et dans une démarche très volontaire, parce qu'il va y avoir des Juifs qui vont aider parce que un jour, ils voient débarquer devant leur porte, devant leur maison, quelqu'un qui demande de l'aide. Il réagit. Il réagit. Il réagit dans le bon sens. Mais Alice Ferrière, elle va démarcher des communautés juives de grandes villes autour de Murat dans le Cantal. Donc, elle va vraiment avoir cette dimension volontaire. Et il est certain, bon, vous connaissez l'histoire sans doute du Chambon-sur-Lignon, qui aujourd'hui, dans notre mémoire collective, si on associe un lieu particulier à une zone de juste et d'action d'aide, c'est bien le Chambon-sur-Lignon et la zone en fait. Hein, si vous êtes déjà allé là-bas, c'est pas que le Chambon-sur-Lignon, c'est le plateau du Chambon-sur-Lignon. Il y a le Mazet, il y a Tence, et qui en fait au départ, donc zone éminemment protestante. Alors les protestants, il y a évidemment l'expérience de leur propre histoire, qui est une histoire de minorité persécutée. Ils savent ce que c'est que souffrir pour sa religion, pas pour sa race, mais pour sa religion. Mais ce qui se passe aussi, qui est important et qui explique aussi l'efficacité aussi du plateau du Chambon-sur-Lignon, c'est que peu avant, dans l'histoire de France, vous avez un phénomène qu'on a un petit peu oublié, mais qui est l'arrivée des 300-400 000 républicains espagnols en France, des réfugiés qui arrivent avec la retirada en 39, à partir de janvier 39. Alors certains sont parqués dans des camps, mais d'autres vont être pris en charge par des associations. Et dedans, il y a des associations protestantes qui, en fait, on va dire que j'ai employé une expression, mais les républicains espagnols essuient un peu les plâtres. C'est-à-dire que de cette première aide apportée, et chez les protestants, il va y en avoir une deuxième dans la foulée, vraiment dans les mois qui suivent, après le début de la guerre en 39, qui est le transfert de centaines de milliers d'Alsaciens lorrains vers le sud-ouest. Et ce sont souvent des protestants, et qui se retrouvent dans le sud-ouest, Périgord, Corrèze, Limousin, dans des régions catholiques. Et c'est à ce moment-là qu'est créée la grande association d'aide protestante, qui vous connaissez sans doute, la CIMAD. Donc, cet ensemble d'expériences, on va dire. Moi, je parle d'expérience parce que c'est une expérience du sauvetage. Le sauvetage, c'est aussi une expérience qui peut être organisée. Là, on a affaire à des associations, des organisations, comme on aura affaire à des ordres religieux du côté catholique aussi, qui regardent déjà, qui sont dans un dialogue avec la communauté juive. Il y a Notre-Dame de Sion, par exemple, on peut parler de Notre-Dame de Sion. Mais donc voilà, ces deux premiers exemples de juste racontent déjà des trajectoires, des possibilités un peu d'aide aux Juifs. Alors simplement cette notion, elle va tout sauter, on va dire, pendant au moins une vingtaine d'années en France. Elle va prendre assez mal, on va dire. Si on fait un bilan à la fin des années 80, le fait simplement de pouvoir remercier, de pouvoir constituer des dossiers est mal connu dans la communauté juive. Pour des raisons pratiques, c'est que il n'y a pas toujours des cérémonies. Donc, ce sont les cérémonies, et aujourd'hui, les cérémonies que le Comité français organise aident énormément à faire connaître à chaque fois dans les villages, dans les villes,
parce qu'elles sont relayées par la presse, et donc, évidemment, il y a une sorte d'effet de boule de neige médiatique. Donc, vous avez besoin de faire des cérémonies publiques. Or, dans les premiers temps, elles ont lieu où elles n'ont pas lieu, ou souvent elles ont lieu dans les synagogues, donc dans des lieux privés. Donc, il y a un manque aussi d'information de ce côté-là. Il y a, je pense aussi, tout simplement, très profondément, dans le cycle mémoriel de l'après-guerre, ceux qui ont la parole, il y a eu les résistants, hein, qui sont parfois souvent devenus des personnages importants dans l'État français, donc qui ont des relais, qui sont entendus, qui font des livres, qui font des émissions. Il y a, au fur et à mesure des années 60-70, le temps de la déportation, le temps des morts, qui est nécessaire, l'hommage rendu aux morts. Il y a dans la communauté juive, mais il y a aussi montant, à partir des début des années 70, cette reconnaissance aussi du fait de la collaboration, donc qui ne va pas dans le sens évidemment de l'action des justes. Donc on dirait que c'est pas le moment des justes en France. Hein. Et à la fin des années 80, il y a quelqu'un qui s'en aperçoit, Jacques Pulvar, qui fonde une association qui est volontaire francophone pour Yad Vashem, et qui fait avec certains de ses amis, et puis ils se rendent compte que le temps passe, qu'il faut témoigner, qu'il faut raconter, qu'il faut dire. Et donc, ils font circuler. Et ils ont une action véritablement militante, hein, pour faire connaître cette notion de juste. Et ils sont relayés assez vite, et donc ils seront d'ailleurs à l'origine de la création de ce qui est une exception, hein, dans l'histoire de Yad Vashem, c'est-à-dire qu'un comité français, un comité national existe. La France est le seul pays à avoir un comité national. Et ils sont relayés par certains politiques comme Jacques Chirac. Jacques Chirac qui, lui, dans son expérience d'enfant, a côtoyé des enfants cachés dans le sud de la France, près de Baume-les-Mimosas, le fils de Marcel Bloch, Marcel Dassault, Serge Dassault, qui est un de ses copains d'enfance, parce que son père, le père de Chirac, est un employé de Marcel Dassault. Donc, il est sensibilisé très jeune à cette réalité-là. C'est important, évidemment, dans le parcours d'un politique. Et c'est le premier qui va véritablement faire la grande cérémonie publique de remise de médailles de Juste à Paris en 89. Et on le retrouve très vite avec le discours du Veldiv en 95, qui n'est pas simplement le discours d'une reconnaissance de la responsabilité de l'État français, hein, ce qu'on a retenu en 95 du discours de Veldiv, mais aussi en contrebalancement. Après les injustes, les collabos, il y a les justes. Et il y a quelques phrases très fortes de Chirac là-dessus, qui rapportent et qui ramènent la notion de juste. Et d'ailleurs, il est le premier président à prononcer tout simplement le mot, hein, qui résonne énormément aux quatre coins de la France. Et il l'associe à une certaine... Il a un mot typiquement gaullien à ce moment-là. Il sait qu'il va se faire taper sur les doigts parce que justement il fait le contraire de Gaulle en reconnaissant le rôle de l'État français, ce que De Gaulle avait toujours refusé. Mais il dit les justes, c'est une certaine idée de la France. L'expression gaulienne des mémoires du début des mémoires, une certaine idée de la France. Il va même jusqu'à dire que c'est le génie de la France, c'est une tradition française, donc il inscrit ça dans une histoire de la liberté française, une histoire de la justice française, une histoire de la tolérance française et de l'humanisme et de l'universalisme français. C'est très important. Il donne véritablement sa force et son ampleur à la notion. Alors, il la rapporte très fortement à la France. Et il va y avoir une sorte de malentendu, de quiproquo, on peut l'appeler comme on veut, avec Israël. C'est une notion israélienne. Et le pouvoir français, les politiques français, faut toujours un peu se méfier
les politiques, quand ils s'occupent de l'histoire, hein, ils le font rarement pour des raisons innocentes et anodines. Et là, on voit bien que pour contrebalancer ce qui est très fort, qui monte très fort depuis 20 ans, c'est-à-dire le discours de la repentance, le discours de la collaboration, on va trouver des personnages qui, au contraire, démentent cette réalité-là. Mais une réalité qui a existé et qu'il faut tout de même exhumer, faire connaître, parce que les justes, eux, c'est un peu c'est le défaut de leur qualité. Ils ont le gène de la discrétion, de la modestie. Et donc, dans leur action, au moment de leur action, au moment où ils ont agi, évidemment, pour des raisons qu'on peut comprendre, des raisons de clandestinité, mais aussi après, parce qu'ils ne sont jamais considérés comme faisant partie de l'histoire avec un grand H. Ils ont jamais voulu être sur la photo de l'histoire. Ils n'ont jamais, on n'a pas vu de livres écrits dans les années 50 de quelqu'un qui allait dire, bah voilà ce que j'ai fait, j'ai sauvé des Juifs et j'espère que je vais être remercié. Ça, ce genre de littérature, on la trouve pas. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et en France, donc, on a ce contrebalancement sur les deux plateaux là du jugement, de l'histoire sur ce qui s'est passé pendant la guerre. Plateau, donc il faut mettre sur le plateau les justes. Et il y a un moment qui le dit bien, c'est 2 ans après, en 97, le procès Papon. Tout le monde se souvient du procès Papon, donc de ce secrétaire de la préfecture de Gironde qui a signé quelques ordres de déportation. Et eh bien, la même année, il y a 3 justes qui sont reconnus et qui sont 3 secrétaires de préfecture aussi. Camille Ernst à Montpellier, Edmond Dauphin dans l'Indre, et puis le représentant du préfet dans les Pyrénées-Orientales qui est allé dans le camp de Rivesaltes. Donc on voit bien qu'il y a ce balancement. Mais il y a un effet très fort discours de Veldiv, puisque je peux me tromper sur quelques chiffres, mais grosso modo, on passe d'une vingtaine de dossiers par an reconnus par Israël, puisque c'est une transmission. Alors parfois, ça peut être transmis directement à Jérusalem, soit ça passe par Paris et puis c'est transmis. Mais on passe d'une vingtaine à 130, 140 par an, brusquement. Là, on voit que la notion entre dans l'espace public français. Elle entre dans les mémoires et c'est dans notre société médiatique. En fait, c'est toujours l'effet boule de neige. Plus vous en parlez, plus on est au courant et donc plus les gens ils peuvent réagir et plus ils peuvent se dire tiens, on peut faire un dossier. Donc il y a je dirais presque cet âge d'or qui est l'âge d'or chiracien, puisqu'il termine son double mandat par une entrée collective des justes au Panthéon, qui est aussi une très grande cérémonie. Vous avez en 2007, Corinne s'en souvient, ce qui a été la plus grande réunion qui ait jamais eu lieu de justes, à la fois au Panthéon et puis tu m'avais raconté à l'hôtel Mercure près de la gare de Lyon où ils étaient tous là. Il y en avait encore beaucoup de vivants, et donc il y avait, je crois, une centaine, au moins 150 qui étaient là, qui se connaissaient pas, qui se racontaient des histoires, qui racontaient. Enfin, on aurait voulu ce jour-là avoir des micros partout et les enregistrer. Et ce moment-là, qui est sous les auspices de Simone Veil, qui est une très belle idée d'ailleurs du juste collectif, et je dirais presque qui dit collectif et anonyme aussi. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée derrière qu'on retrouve à Yad Vashem quand vous y allez, de l'hommage rendu au juste inconnu, c'est-à-dire celui qui ne sera jamais reconnu, parce qu'on n'aura pas obtenu les preuves, on n'aura pas fourni les preuves. Et donc ce travail-là, aujourd'hui, on a 2-3 justes vivantes. Depuis qu'on a fait le livre, malheureusement, il y en a qui nous ont quittés. Donc, c'est la génération des enfants cachés, bien sûr, aujourd'hui, qui peut
qui peut, ou des enfants qui ont survécu, qui peut encore témoigner, encore quelques années. Donc, mais évidemment, et d'ailleurs, Yad Vashem, de manière générale, a bien compris le problème de cette transmission-là et de cette constitution de dossier, puisqu'elle a allégé et assoupli ces conditions, puisqu'il n'y a plus besoin que d'un document écrit. Et pour vous donner un exemple, et d'ailleurs c'est comme ça que le livre est né, c'était au départ pour faire un long reportage pour Le Point, et c'était une double cérémonie pour la famille Herzbaum. C'était une famille qui avait été sauvée à Paris par Mathilde Gauthier et dans la Sarthe par Léontine Bracchi, qui était une fermière. En fait, en rencontrant tous les gens qui ont œuvré pour constituer les dossiers, d'abord, on découvre une nébuleuse de gens dans l'ombre, de bénévoles, qui ne demandent rien à personne, qui ne sont pas des historiens reconnus, des historiens patentés, mais qui travaillent à la constitution des dossiers. Parce que les familles, parfois, se trouvent démunies, savent pas comment s'y prendre, comment chercher, elles se font aider par des gens qui, personnellement, s'engagent dans, là, en l'occurrence dans la Sarthe, c'était Yves Moreau, c'était quelqu'un qui travaillait sur la répression des Juifs dans la Sarthe. Il y avait Marie Meïd, qui était une ancienne journaliste, qui aussi travaillait là-dessus. Et puis, ils se sont mis en relation avec une petite cousine de la famille Herzbaum, qui voulait monter un dossier, et elle-même, bon, elle était très débrouillarde, elle était très volontaire, elle a pu remuer certaines choses, et en particulier trouver les lettres qui avaient disparu, parce que elle avait entendu parler, par les deux enfants cachés, de lettres écrites par la mère des enfants cachés, en particulier, à Léontine Bracchi pour la remercier, alors, après son arrestation, de s'occuper de ses deux poules. Les deux poules, elle était en prison, il fallait pas dire qu'évidemment il y avait encore des enfants dans la nature, donc elle les appelait ses poules. Et ça a été tout un bins, c'était tout un truc pour trouver cette lettre. Mais surtout que moi, ce qui m'avait frappé tout de suite quand je rencontre tous ces gens-là lors de ces deux cérémonies, c'est le temps qu'il a fallu. Parce que c'était une cérémonie de 2022 et Daniel Herzbaum, en Israël, parce qu'il était parti de France, il avait rien fait pendant 75 ans. Et c'est simplement à la demande insistante de quelqu'un dans un public comme ce soir, quand il raconte son histoire, comme beaucoup de survivants, il dit, mais bon, pour Léontine Bracchi, pour Mathilde Gauthier, vous avez fait quoi? Ah bah rien. Ah bah, et ce rien, en fait, il lui revient dans la figure et il le ronge, il le tracasse, il le tourmente. Il dit, bon bah, faut quand même, là, j'ai 85 ans, faut peut-être que je m'y mette. Et donc, c'est le début d'un processus, c'est le début aussi, ça montre d'abord que ce n'est pas évident de remercier, de penser à remercier, de savoir comment remercier. Et ça montre aussi que ça peut être toujours possible. Voilà, si, c'est l'inverse. C'est toujours possible. S'agit simplement de frapper, là encore, aux bonnes portes. Mais c'est toujours une question de frapper aux bonnes portes ou d'aller voir les gens qui peuvent vous aider. Et on retrouve en fait dans toute cette écriture des Justes la même constitution de réseau, d'entraide, de maillons de la chaîne qu'on avait pendant la guerre quand il a fallu les sauver. Ça, c'est quelque chose de très frappant de voir que on fait rien seul et qu'il faut mettre les bouts ensemble. Et par exemple, Dominique Peignoud à Paris, la petite cousine des Herzbaum, à un moment, elle travaillait sur une histoire, donc Mathilde Gauthier, qui était la voisine d'en face des Herzbaum, et là on touche, quand je fais ce reportage, moi je m'étais posé la question, comme on ça pose naturellement, c'est mais quel lien en fait existe entre ces gens-là qui vont quand même établir une relation qui est la plus forte qui soit. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus fort et de plus beau que de sauver la vie de quelqu'un d'autre
quand à la fin de sa vie, on fait le bilan, on pourra se dire, là, on peut avoir donné vie à quelqu'un, mais on peut avoir aussi sauvé des vies. Et donc là, c'était un lien insoupçonné, mais en fait, c'est 4300 juste, mais c'est 4300 liens qui sont pas forcément, qui sont très différents et variables les uns avec les autres. Là, en l'occurrence, les Herzbaum faisaient les habits de Madame Gauthier. Ils étaient leurs tailleurs. Donc évidemment, ils se connaissaient, ils avaient une relation de client. Et là aussi, ce que je découvre par cette petite histoire, c'est que c'est pas d'abord Madame Gauthier qui sauve Herzbaum. C'est un policier dont on ne saura jamais le nom, qui, 2 jours avant, la rafle du Veldiv, avertit un ami, dont il sait peut-être que l'ami a des amis juifs. L'ami n'est pas juif, mais l'ami non plus, on ne sait pas qui c'est, quel est son nom. Et ça, il sera inconnu, il fait partie de ces juste inconnus. On aura là, donc, on touche aussi à quelque chose de très intéressant quand on fait un livre d'histoire, c'est on touche à quelque chose, on touche parfois à des murs, on tombe sur des murs, on touche à des choses incomplètes. On a des bouts de l'histoire. On n'a pas tout. Il faut s'en contenter, il faut pousser jusqu'au bout, mais bon, à un moment, vous pouvez pas ressusciter les morts et vous pouvez pas ressusciter ce qui a eu lieu sous forme cinématographique. Et donc, il y a les 2 premiers maillons de la chaîne qui manquent, le policier et l'ami. Mais l'ami, bah, il a ses amis juifs qui sont Monsieur et Madame Herzbaum, qui leur dit, bah, écoutez, demain, ce serait peut-être bien de ne pas rester chez vous. Et on a là l'exemple même de, ben voilà, il faut réagir dans l'urgence, il faut improviser, il faut se débrouiller, et vers qui on se tourne. C'est intéressant que les Herzbaum, qui vont se tourner plus tard vers des amis juifs dont ils savent qu'ils sont partis dans la Sarthe et qu'ils ont trouvé un refuge dans la Sarthe, ne s'adressent pas à ces amis juifs. Ils n'ont pas le temps. Ils ont le temps finalement presque que de traverser la rue. Et se dire, tiens, Madame Gauthier, on a des bons rapports avec eux, peut-être pas que nous. Mais oui, il se trouve, là, elle est femme seule, son mari est prisonnier, et elle ouvre la porte. Et arrive cette scène presque de dédoublement, où les Herzbaum assistent à la rafle, cachée derrière la fenêtre de Madame Gauthier, la rafle dont ils auraient dû être la victime. Et mais bon, Madame Gauthier, on est dans Paris. On constate d'ailleurs qu'il est beaucoup plus, évidemment, vous comprenez pourquoi, difficile, vu la société pas de surveillance, mais en tout cas, la densité humaine, c'est toujours plus risqué, plus vous avez de gens, de risque d'être dénoncés. Donc, dans une grande ville, on va constater, si on fait une étude qui n'a pas encore été faite exhaustivement, mais du type de lieu caché, de cache, mais il est évident qu'on va trouver une majorité de lieux isolés, hein, tout type de lieux isolés d'ailleurs, hein, du plus bas, de la cahute, de la masure, de la petite auberge, c'est pas, on n'est pas tout le temps comme avec Anne Frank et l'annexe dans le cadre d'un étage caché ou d'un château. Hein, beaucoup de châteaux ont servi. Et il y a eu parmi les justes, il y a beaucoup de châtelains aussi. Donc, elle peut pas les garder. Et eux, ils pensent donc à ces amis qui leur ont parlé d'eux. C'est aussi, on voit bien que dans la chaîne, les Juifs ne sont pas évidemment laissés déporter, mais les Juifs se sont aussi entraidés. C'est-à-dire que dans le passage entre Juifs non-Juifs, il y a parfois aussi dans la chaîne des Juifs. Et il y aura même de manière organisée des filières, d'échappatoires. Je pense en particulier à l'armée sioniste de Jeunesse, qui est
de Lévites, avec aussi Loinger, qui œuvrent beaucoup dans la région Rhône-Alpes, et avec leurs convoyeuses, leurs jeunes filles juives de missionnistes, qui vont aller chercher, faire des centaines de kilomètres, en particulier dans le Limousin où il y a beaucoup de gens cachés, de juifs cachés dans des homes d'enfants ou dans des maisons de losés, et qui vont les ramener vers la Haute-Savoie, et ce sera tous les passages de la frontière suisse. Ou bien de Nice, il y a vraiment montant vers la Haute-Savoie, il y a de grandes filières qui se mettent en place. Et là, les Herzbaum arrivent dans ce petit village de Beaufay, retrouvent leur ami, et puis trouvent une autre cache, ils ont de faux noms, et puis ça dénonce aussi. On voit bien, donc Yves Moreau a retrouvé aux archives départementales, donc les lettres de dénonciation. On voit bien que dans un village, il va y avoir évidemment tous les comportements. On dénonce pas. Les Herzbaum vont être vraiment, les parents, victimes de ces dénonciations, et c'est véritablement dans la soudaineté d'un réflexe de survie que Madame Herzbaum, quand elle est arrêtée, dit à ses gosses, fichez le camp et allez voir Madame Bracky. Parce qu'entre-temps, d'autres liens se sont créés, et c'est très emblématique et symbolique de ce que c'est que finalement un juste, et qu'est-ce qu'il fait. C'est-à-dire que dans une société et dans une France du régime de Pétain, qui exclut, qui met en place des statuts d'exclusion de la communauté nationale, qui sont préalables à la déportation, le juste, il va réinclure. Il va faire en sorte que la personne persécutée, la personne demeure sur le territoire et dans la communauté. C'est un lien d'inclusion, en fait, qu'il va tisser, qu'il va nouer avec des personnes que souvent, parfois, il ne connaît pas. Et c'est l'épopée, l'odyssée des petits gosses Herzbaum qui font 1 ou 2 kilomètres voir Madame Bracky, qui connaissent vaguement, qui est une couturière, fermière, mais qui elle connaît tout le monde, et qui, pendant les 2 ans qui restent, va placer ici et là, chez elle, ailleurs, dans d'autres fermes, chez d'autres fermières. Et vous imaginez cette sociabilité du village. On sait à qui s'adresser, on sait ne pas se tromper, et on sait ne pas s'adresser à la personne qu'il ne faut pas. Ça raconte aussi cette sociabilité de la France où on se fait confiance ou pas. Et eh bien voilà, ça a été la découverte là de tous ce réseau, ces particularités, et puis avec quelque chose de terriblement émouvant quand Daniel Herzbaum, revenu d'Israël le jour de la cérémonie, ouvre une enveloppe avec ses cheveux. Alors c'est un vieux monsieur qui n'a plus un poil sur le caillou, et c'est des cheveux de 1944 et que Léontine Bracky avait gardé. C'était les premiers cheveux qui avaient été coupés quand il peut retourner chez le coiffeur librement, et qu'elle avait gardé en souvenir. Parce qu'il y a derrière, il y a la question, on se pose de l'après évidemment aussi. Qu'est-ce qu'il reste de ce lien noué qui peut durer quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques années, et qui va ou non perdurer. Et Corinne était très très sensible, elle avait raison de toutes ces histoires où avec le temps les personnes juives qui ont été sauvées qui vieillissent, ou plutôt non, c'est l'inverse, les justes qui vieillissent et qui n'ont plus personne autour d'eux ou d'elles pour qu'on s'occupe d'eux ou d'elles, et ce sont à l'inverse les juifs qu'elles ont sauvés qui viennent s'installer
sur le même palier, dans le même appartement, voire même réincluses dans la famille qu'elles ont permis de sauver. Donc, parce qu'il y a ça aussi qui est très fort. C'est une actrice, Vimala Pons, que vous connaissez peut-être, qui elle est fille d'enfant caché de Madame Blumenfeld, et qui, dans un discours de cérémonie en Vendée, constatait, voilà, elle faisait le compte, tout simplement, non seulement des enfants, des 2, 3, 4, 5 enfants cachés et sauvés sur le moment, mais aussi des dizaines qui vont pouvoir naître, évidemment, de ce sauvetage. C'est le début d'un sauvetage. Donc, cet après, Daniel Erzbaum reconnaissait un peu qu'il l'avait traité avec légèreté, c'est-à-dire qu'il avait été voir une fois Madeleine Gauthier après-guerre avec son frère aîné, une seule fois, et puis elle lui avait dit « Ah bah tu ressembles à ton père », qu'il n'avait quasiment pas connu. Et après, en 66, quand il était beaucoup plus grand, il était allé voir Léontine Bracchi, et c'est assez fort, elle avait deux choses des parents. Elle avait la lettre, la fameuse lettre qui va tant servir, mais qui va être si difficile à retrouver, qu'elle va donner au frère aîné, et elle va donner les cheveux au frère cadet. Donc, cette sorte de doux souvenir qui va, comme ça, ressurgir. Et c'est cette idée aussi très forte, en fait, que il y a des petits, comme ça, objets de la vie quotidienne, vraiment de la vie ordinaire, qu'on n'a pas jeté, qu'on a gardé, dont on s'est peut-être pas dit forcément. Léontine Bracchi, elle savait pas qu'elle allait être juste, évidemment. Et elle n'en avait pas notion, et même je pense pas qu'en 66, quand on vient la voir, qu'elle était au courant qu'il y avait des justes. Mais c'est simplement dans le don. Elle est dans le don, là, à ce moment-là. Elle redonne quelque chose, et ce quelque chose, ce don, va servir ensuite à écrire l'histoire de la reconnaissance, mais pour elle, d'un acte totalement gratuit. Et je pense que aussi, là, l'exemple de Madame Bracchi, il est on le retrouve dans ces personnes isolées, parce que je vous ai parlé aussi des gens qui s'organisent, hein, comme au Chambon-sur-Lignon, avec des collèges protestants, avec des pasteurs, avec des filières. Il y a tout le coin aussi de Dieulefit, hein, dont on a beaucoup parlé dans la Drôme. Mais il y a aussi cette énigme du geste spontané, ce que j'appelle vraiment la bonté spontanée, presque la bonté qui réagit, la bonté presque sans penser. Hein. C'est ce que dit à un moment la femme du pasteur Trocmé. Pasteur Trocmé, c'est le grand bonhomme du Chambon-sur-Lignon. Elle dit, oui, bien sûr, il y a ma foi chrétienne, il y a mon devoir d'aider celui qui est dans le malheur, mais il y a aussi le coup au cœur. Le coup au cœur. Quand on vient frapper à sa porte et qu'on est dans le besoin et que il faut là faire quelque chose. Elle met pas en avant sa foi chrétienne, elle met ce coup au cœur. C'est-à-dire véritablement cette réaction, cette possibilité de réagir, de bien réagir. Et je voudrais revenir à quelque chose qui est au procès Eichmann, qui est finalement si important, parce que vous savez sans doute qu'au procès Eichmann, il y a une philosophe qui s'en fait la chroniqueuse, qui est Hannah Arendt, et qui arrive avec certains préjugés, certaines idées préconçues sur l'homme Eichmann, une sorte de conception un peu démoniaque de l'homme qui a organisé la déportation, en particulier des Juifs hongrois. Donc voilà, personnage, le mal, hein, qui incarne le mal, et elle s'attend à voir quelqu'un de cet acabit, de cette stature, qui incarne le mal. Et vous savez bien que non, elle trouve un petit fonctionnaire tout gris, tout pâle,
qui arrête pas de dire, mais moi j'obéis aux ordres, j'obéis à l'État, à ma hiérarchie, j'obéis à mon administration, obéi à l'État SS. Et elle révise complètement ses batteries, et donc elle forge cette notion de banalité du mal, mais derrière, il y a l'idée aussi, elle comprend, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur les structures de l'autorité dans un pays totalitaire, que c'est un homme qui ne pense plus, qui s'abstient de penser. Quand on lui donne cet ordre, et tant d'autres, il ne pense plus, c'est l'autorité qui pense à leur place. Et cette abstention, en fait, si on retourne le concept de banalité du mal en banalité du bien, si on réfléchit à ce que c'est quelqu'un qui, au contraire, refuse que telle ou telle personne monte dans le train, soit déportée, ou qu'il lui arrive ce qui doit arriver, si on ne fait rien, eh bien, on peut peut-être se penser que c'est juste là, au moment où on leur demandait de l'aide, ont répondu présent. Ils n'ont pas été absents, ils ne se sont pas absentés d'eux-mêmes. Ils ont puisé quelque chose en eux. Alors, ils sont allés le puiser dans leurs valeurs, ils sont allés le puiser dans leurs convictions, ils sont allés le puiser dans leur empathie, dans leurs sentiments, dans les liens qu'ils avaient avec ces gens-là, déjà. Mais ils n'ont pas déserté. Il y a personne. Ils sont restés ouverts. Ils se sont pas fermés complètement. Et j'insiste beaucoup sur cette idée d'ouverture et de fermeture. Parce que par exemple, moi ça m'avait beaucoup frappé quand je vais voir Odette Blanchet à Angers. Odette qui aujourd'hui est la dernière juste en état de parler. Odette qui a 18 ans à ce moment-là dans le village, elle est amie de la femme du médecin juif, Moscovici, qui est le médecin du village. Et quand la mère de Louise Moscovici, lors de la rafle, s'enfuit avec son vélo, après avoir caché ses enfants en face, elle s'adresse aux voisins et elle raconte, par le biais du truchement d'Odette, c'est des voisins qu'elle connaît, bien sûr, évidemment. Les portes se ferment, les volets se ferment. Il y a vraiment cette action de fermer, de n'être plus pour personne, débrouillez-vous. Ce silence, cette inaction, cette indifférence qui peut tuer. Et c'est Saliège, le cardinal Saliège de Toulouse, qui est le grand homme d'église qui va, au moment de la grande rafle dans la zone libre, en août 42, va faire cette lettre pastorale tellement importante, diffusée dans les églises, comme d'autres lettres pastorales d'un ou deux évêques, qui s'interroge sur le silence. Quelle est la nature? Il a une lettre où il dit, mais quelle est la nature de votre silence? Je trouve cette phrase, cette question essentielle. Parce qu'il y a le silence des justes qui ne disent rien de ce qu'ils font et de ce qui se passe, puis il y a le silence de ceux qui, en fait, ne font rien pour enrayer ce qui est en train de se dérouler. Et il s'agit bien d'enrayer quelque chose. Et le juste, c'est un grain de sable. Hein. Ça peut être une organisation, vous l'avez compris, mais ça peut être donc une fermière, une couturière, une blanchisseuse, comme dans le cas de la mère de Mireille. Ça peut être vraiment toutes les personnes. Et là, on est vraiment dans une histoire à hauteur d'hommes et à hauteur de femmes. Mais ce sont souvent des atomes isolés, on va dire, ce sont des faibles. Ce sont des faibles face à des très forts, à des collectifs. Donc, c'est la réponse du faible au fort. C'est la réponse qu'on trouve souvent dans l'histoire. Le faible doit se débrouiller, il doit trouver un truc. Il doit trouver un stratagème, une ruse pour en sortir ou aider l'autre à s'en sortir, survivre. Et donc il enraye quelque chose.
s'agit vraiment d'enrayer la machine, de faire, de contrecarrer le plan. Et c'est une leçon très importante, le juste ou la juste, parce que en histoire, on apprend que l'histoire c'est pas la fatalité. Pas tout n'est pas écrit. Si les Juifs ne s'étaient pas défendus, parce qu'ils se sont défendus pour se sauver, si des Juifs n'avaient pas sauvé des Juifs, si des non-Juifs n'avaient pas sauvé des Juifs, alors oui, le plan d'extermination aurait marché bien plus fort en termes de résultats. Donc, il y avait ce programme pensé, mais il a été contrecarré. Il y avait quelque chose d'autre possible à faire. Il y avait une autre possibilité. Il est toujours possible de faire quelque chose. Je crois que c'est la leçon vraiment forte et qui aujourd'hui pour nous, parce que bon, on regarde de notre point de vue passé, voilà, c'est toujours un peu confortable de regarder de notre société, mais là, évidemment, l'histoire, elle frappe fort et elle frappe dur aujourd'hui, dans l'urgence. La leçon principale, c'est il y a quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Rien n'est écrit, rien n'est gravé dans le marbre. Et même si on n'a pas de moyens. Alors, je vais pas pour laisser le temps aux questions, je voudrais finir simplement sur l'extraordinaire. Je pense que les Justes aussi sont le reflet de l'extraordinaire variété de la nature humaine. À la fois, ils en incarnent quelque chose d'essentiel, mais aussi dans le lien et dans les liens qu'on retrouve, que ça soit le lien amoureux, lien auquel moi j'avais pas pensé du tout en commençant le livre, auquel Corinne m'a fait penser dès le début. Elle m'a dit mais n'oubliez pas l'amour. Et les relations amoureuses, ça a été aussi motif. Quand je suis allé voir donc 3 enfants qui sont nés des mariages en fait de Justes et de Juifs sauvés, et donc il y a Jean-Pierre Foucault, il y a Barbara Nguyen et il y a Mireille, et Barbara, on parlera tout à l'heure, mais avec Mireille, mais Barbara raconte une scène qui se passe à Nice qui est extraordinaire. Elle est née d'une famille à la fois d'un père vietnamien, et d'ailleurs c'est le seul juste vietnamien, et d'une juive polonaise. Et son père, il est d'un pays colonisé, même s'il est de la bourgeoisie, son père est médecin, ce qui est très rare. Mais il est seul, il est arrivé seul à Nice. Mais il est d'une culture aussi où on ne transgresse pas. On ne roule pas dans les brancards. Et quand elle va être sous la menace d'une rafle, Edwige, la mère de Barbara, les policiers lui ont dit bon, on va revenir à 5 heures, parce qu'ils cherchaient d'abord la tante et l'oncle à Nice, puis ils voient qu'elle est là, donc ils reviennent à 5 heures, peut-être pour la sauver d'ailleurs, pour lui laisser le temps de partir, mais en tout cas ils reviendront à 5 heures. Et il s'écoule 5 heures, et elle cherche à Anne dans la ville, elle cherche de l'aide, c'est son fiancé, son amoureux. Et le hasard, parce que les Justes, ça va être, et c'était aussi pour ça que c'était passionnant, parce que c'est rentrer dans les détails des hasards, des péripéties et des circonstances. Un petit rien vous fait basculer de l'un à l'autre, et elle le croise dans la rue. Et elle lui raconte ce qui s'est passé. Il dit, je vais venir te voir. Il arrive à 14 heures, et pendant 2 heures, il va pas la sauver pendant 2 heures. Parce que c'est pas sa culture. Parce qu'il voit pas comment. Et la preuve même qu'il va pas la sauver, c'est qu'il lui donne une photo de lui, avec un mot, où il a exprimé tout son amour pour les temps sombres qui l'attendent. Parce qu'il sait bien, il a bien compris ce qu'il attend, elle. Et il va lui donner. Barbara a tout gardé, tout a été gardé. Et puis, au bout de 2 heures,
il ne peut pas s'y résoudre. Et donc, il fait ce geste vraiment de la sortir véritablement de la mort et de la prendre avec lui et de basculer en même temps, parce que c'est un moment de basculement, ce que fait le juste, c'est pas futur juste. C'est-à-dire qu'il rentre dans quelque chose d'autre, dans une autre vie de clandestinité, de risque. A-t-il réfléchi sur le moment? Peut-être pas. Spontané, empathie, ou bien engagement politique. Hein, on n'en a pas assez parlé, mais il y a beaucoup de gens qui ont agi volontairement pour manifester leur désaccord à l'égard de ce qui se passait et du statut des Juifs. Mais là, il y a quelque chose presque on est dans l'intimité de ce couple et de ce moment où cet homme va faire peut-être ce qui est totalement contraire à tout ce qu'il est jusque-là. Et il va la ramener chez lui, la cacher et la ramener dans la vie. Et la suite de l'histoire, parce qu'on est en camp 42. Donc, la suite de l'histoire, c'est une série de déménagements, de caches. Il va même aussi affronter l'administration française, puisqu'il va l'épouser tout de suite, sous des faux noms. Enfin, il va rentrer dans un processus extraordinairement compliqué, mais qui pour lui, 60 ans après, quand il le résumait, quand il devait répondre à la question que lui posait sa fille, pourquoi? Répondait, il fallait bien les aider. Voilà. Le titre que j'ai retenu parce qu'il dit beaucoup de choses. Il dit l'apparente évidence. Il dit la modestie. Il dit aussi peut-être tout ce qu'il ne dit pas, de toute façon, tout simplement. Quel est un beau devoir de philosophie, il faut. Quel ordre, quel impératif il y a, quelle est la morale là-dedans, où est la morale? Donc, il y avait beaucoup de choses là-dedans qui étaient mélangées dans cette phrase, parce qu'évidemment, il y avait aussi de l'amour, mais pas que. Donc, c'est aussi cette richesse, cette profondeur dont témoigne en fait chaque histoire, qui encore une fois, je souligne, est très différente les unes des autres, parce qu'il y a des circonstances, il y a des moments, il y a des caractères, il y a des caractères. Combien d'anciens combattants? Moi, j'aime beaucoup les anciens combattants qui ne sont plus les armes à la main comme en 14, mais qui se battent civilement, sans armes, en aidant des Juifs, parfois en mettant leur veste d'anciens combattants avec les médailles pour en imposer à l'autorité au moment même où ils vont prendre le risque d'enrouler un enfant dans un tapis sous leur nez. Voilà. Il y a quelque chose là aussi qui se joue d'une cohérence d'une vie. Hein. On reprend les armes. Voilà. Merci infiniment. Merci François-Guillaume pour ces mots, pour cet exposé si doux et si fort, qui ne dit mot consent et qui n'agit cautionne. Je vais laisser la parole à Mireille, si vous voulez bien échanger avec nous. Un grand honneur de vous avoir. Merci beaucoup, ça fonctionne, on m'entend? Écoutez, moi je suis très honorée d'être là. Un jour, finalement, François Guillaume est arrivé dans ma vie. Je lui ai demandé d'où il déboulait et il m'a dit mais c'est Corinne. Voilà. Et on a commencé à discuter. Alors moi, je suis une des 15 qui est dans ce livre, qui a parlé avec François Guillaume. Et donc je suis la fille de la blanchisseuse et du petit tailleur. Tu veux t'asseoir? Non, j'étais assise. Oui, c'est sûr. Vraiment? Oui. Debout, c'est pas facile. Hein. Mais j'ai l'habitude. J'étais prof tout le temps debout.
Alors donc, c'est Corinne qui m'a fait prendre conscience que j'étais finalement quelqu'un d'exceptionnel. Je m'en étais pas rendu compte. Je lui ai demandé mais comment ça? Et elle m'a dit mais oui, mais tu ne te rends pas compte. Tu es fille de Sauvé, mon père, et fille de Sauveuse, ta mère. Je lui ai dit oui. Elle me dit mais c'est quand même rare. Ah, je lui ai dit ah bon. Donc j'ai fait une découverte ce jour-là. Et en fait, cette histoire, c'est une des histoires d'amour de ce livre. Et ma mère était blanchisseuse à Paris, dans le 13e arrondissement. Et elle travaillait dur. Elle avait eu une vie avant qui était absolument épouvantable, abandonnée par sa propre famille, ayant été gravement malade, travaillant. Et elle allait le samedi, elle allait au bal parce que toute la semaine travailler, c'était très dur. Donc elle allait au bal et elle adorait danser. Et puis, eh bien, sur la piste, elle a vu aussi un jeune homme qui avait des cheveux bouclés, noirs, des yeux marrons. Il était pas très grand, à peu près sa taille. Qu'est-ce qu'il dansait bien, hein. Et puis il avait les cheveux un peu plaqués avec de la gomina et tout. Puis il l'a invité à danser. Ils ont dansé ensemble. Alors là, franchement, c'était extraordinaire. Elle avait trouvé vraiment un danseur. Et puis, ils se sont revus au bal, une fois, 2 fois, combien de fois, je ne sais pas. Ils ne m'en ont pas parlé. Et puis, un jour, ce beau jeune homme avec qui elle dansait si bien lui dit, écoute, j'ai reçu une convocation, on me convoque au commissariat pour examen de ma situation. Donc c'était la fameuse convocation du billet vert, hein, donc sur ce joli petit papier vert. Lucienne, ma mère, était une campagnarde, elle venait d'Eure-et-Loir, donc c'était quelqu'un de très terrien. Et elle lui dit mais c'est absurde qu'il te demande des choses pareilles. C'est absurde parce que en fait ils connaissent ta situation. Ils savent où tu habites, ils savent le nom de tes parents, de tes frères et sœurs. Donc, quelle situation? Faut pas y aller. Et en fait, il a dit si justement ils connaissent tout de nous, ils connaissent tout de moi. Et si je n'y vais pas, c'est ma famille qui va en fait être dans les ennuis. Donc j'y vais. Il y est allé, évidemment. Il est parvenu. Il a été incarcéré à Beaune-la-Rolande. Et là, j'ai retrouvé les lettres, hein. Après avoir débarrassé l'appartement de ma mère, je ne connaissais pas ces lettres. Des lettres de mon père, donc de Marcel. Et il lui disait, écoute, essaye de me faire sortir de la cage à singes, hein. Donc, mais c'est vraiment pas bien parti. Et Lucienne s'est dit, franchement, mettre des gens comme ça en cage pour ce qu'ils sont, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est dangereux. Oh, allez, on va le faire évader. Comme si c'est donc quelque chose d'absolument incroyable. Moi, ce qui m'a paru encore incroyable, plus incroyable, c'est lorsque je me suis rendu compte de l'âge qu'elle avait à l'époque. Elle avait 26 ans. Donc c'était absolument, pour moi, je me suis revue moi à 26 ans. Qu'est-ce que j'aurais fait à 26 ans? Mais j'en sais rien. Et puis, Marcel, lui, était un tout petit peu plus jeune. Alors, elle l'a fait évader alors qu'il était en train de consulter le dentiste. Et puis, quand François Guillaume parlait de relais, oui, il y avait un relais, en fait, à Beaune-la-Rolande, à côté, parce qu'il y avait un hôtel qui n'existe plus, l'hôtel de la Barbe Blanche. Et visiblement, ma mère, Lucienne, connaissait des gens là-bas. Et ils se sont réfugiés là-bas dans un premier temps, avant de regagner la blanchisserie. Et là, eh bien, à cette époque-là, on vivait pas avec un monsieur si on n'était pas marié avec, c'est évident. Tout le monde savait qu'elle était mademoiselle Daniel. Donc, ce que j'ai trouvé après, j'ai trouvé des cartes postales qu'elle écrivait, qu'elle a écrit justement, entre autres, quand elle a été dans les Ardennes, récupérer le reste de la famille, mais ça, c'est la suite.
Et c'était Mademoiselle Daniel et Monsieur et Mademoiselle donc Daniel. Donc en fait, bah, c'était son frère. Hein, ça pouvait pas être son mari. Tout le monde savait qu'elle était jeune fille. Donc il fallait bien rester convenable à cette époque-là. Et il est resté caché. Et puis en fait, elle avait fait la connaissance de la sœur aînée de Marcel, Mireille. Je suis l'homonyme exact de cette jeune femme qui a été assassinée à Auschwitz à l'âge de 20 ans. Et elle était aussi partie prenante pour essayer de faire évader Marcel, mais c'est pas elle qui est allée au rendez-vous. Et puis est arrivée la rafle du Veldiv. La rafle du Veldiv. Et alors là, toute la famille est venue se cacher dans la boutique de Lucienne. Donc il y avait déjà Marcel, le fils aîné. Donc sont arrivés ses parents, Jacob, Sarah, donc Mireille qui était la deuxième née, et puis les trois petits qui étaient nés en France, Annette, Maurice, Rosette, et puis il y en avait encore deux. Il y avait la sœur, il y avait encore la sœur de Sarah et son mari. 10 personnes en tout avec Lucienne cachées dans une boutique, avec des tickets de rationnement évidemment, pas pour tout ce monde-là. Et là, c'était génial d'être blanchisseuse parce qu'à l'époque, il fallait mettre le linge dans une sorte de charrette à bras. Donc, on amenait une charrette, on allait chercher le linge sale chez les clients et on le ramenait. Après, on le livrait propre. Donc, quand c'était sale, c'était très pratique. Elle faisait du marché noir, elle mettait des choses en dessous et elle pouvait réussir à nourrir un peu tout ce monde-là. Et elle s'est organisée aussi pour les coucher. Il y avait juste un tout petit studio qui était juste au-dessus de la boutique. Et là, elle a mis les femmes en haut. Donc les trois plus âgées dans un sens, les petites dans l'autre sens, et puis les hommes en bas dans la boutique, ainsi qu'elle-même. Elle-même, sous la table à repasser, ça lui rappelait quand elle était jeune, c'est comme ça qu'elle dormait, par terre. Et voilà. Et à un moment, tout ce monde-là ne pouvait pas rester sur place. Et il y a eu une proposition d'instance, l'UGIF, qui proposait aux Juifs qui ne pouvaient plus travailler sur la région parisienne d'aller travailler dans les Ardennes pour remplacer les paysans qui avaient fui devant l'invasion allemande. Les terres étaient fertiles, les Allemands avaient trouvé que c'était une très bonne idée pour nourrir l'armée et il fallait des bras. Donc, ils sont allés travailler là-bas. Alors, une partie de la famille est partie. Donc, Jacob est parti avec son beau-frère. Et puis ensuite, il a fait venir sa fille aînée. Évidemment, l'aîné qui aurait dû y aller, qui était Marcel, mon père, ne pouvait pas vu qu'il était en fuite. Et donc, c'est le plus jeune des garçons qui est allé, les deux plus jeunes filles étant laissées à la garde de Lucienne et du grand frère Marcel, mon père. Et à un moment, les choses ne se sont pas passées telles qu'on leur avait proposé. On leur avait dit qu'ils allaient ils allaient travailler dur, qu'ils allaient être bien nourris, qu'ils allaient avoir des médecins pour s'occuper d'eux. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Et surtout, le 4 janvier 44, le chef de culture a demandé à ce qu'ils viennent au rassemblement, mais tous ensemble. Et là, ce jour-là, quand même, le plus jeune frère de mon père, Maurice, a dit c'est pas normal. On nous demande quelque chose qu'on n'a jamais demandé, d'être là tous ensemble, de porter notre étoile ce jour-là dans le village. On n'avait pas besoin de le porter à l'époque. Il faut pas y aller. Et en fait, son père ne l'a pas écouté.
Il a dit si, j'y vais. Et puis si tu veux pas y aller, eh ben t'y vas pas. Et qui est-ce qui restait sur place? Il restait Mireille, la fille aînée. Donc elle a dit je vais avec toi. Et Maurice lui a rebroussé chemin. En chemin, il a trouvé sa tante. Il a retrouvé sa mère qui était malade ce jour-là. Il est allé se cacher avec les deux femmes et sont partis dans le convoi vers Drancy, Mireille et Jacob. Mireille a écrit à Lucienne à Paris. Et alors ça a été un de mes grands problèmes. J'avais trouvé, jeune fille, j'avais trouvé 3 lettres écrites au crayon, signées Mireille, des appels à l'aide qui étaient arrivés à la boutique de Lucienne, ma mère. Et je ne comprenais pas comment ces lettres étaient arrivées. Il n'y avait pas d'enveloppe. C'était une obsession pour moi. Comment est-ce que du courrier arrive sans enveloppe? Et puis, quand on parle de choses bizarres qui se passent dans la vie, François Guillaume, en 2011, j'ai un coup de fil qui arrive sur quelqu'un m'appelle et j'ai ce message sur mon répondeur à la maison. Une femme me disant, je suis Christine Dollard-Leplon de telle association, je m'occupe de faire apposer des plaques dans tout le Eure-et-Loir pour les déportés des Ardennes. Je suis en train de travailler sur une plaque qui va être mise à Serincourt. Et je trouve ça un peu bizarre quand même, parce que d'après cette plaque, vous devriez être morte. Mais si jamais vous êtes de la même famille, je sais pas, rappelez-moi. Donc évidemment, après avoir lâché le téléphone, je l'ai rappelé. Et je lui dis que moi effectivement, j'essaye d'être vivante, que elle m'a trouvé parce que j'avais le même prénom, le même nom, et que j'habitais le même arrondissement à Paris que ma tante assassinée à l'âge de 20 ans. Et première chose, je lui parle de ces lettres ces lettres sans enveloppe. Je lui dis, mais j'ai ça, je sais pas quoi en faire, est-ce que vous avez une idée et tout. Et là, encore, chose bizarre. Elle me rappelle, quelques jours après, elle me dit, écoutez, je crois savoir comment elles sont arrivées, ces lettres. Je lui dis, mais comment ça? Elle me dit, oui, parce que moi, je suis en communication avec un monsieur qui s'appelle David Davidovitch. Eh bien, c'est lui qui les a apportés. Mais il les a pas apportés tout seul. Il ne les a pas apportés tout seul parce que à l'époque, il avait 18 ans et puis il avait une petite copine dans le village qui était résistante, ainsi que le frère, plus la mère qui était veuve. Et il est monté à Paris. Il est allé à Paris pour amener ses lettres avec elle. Denise Wimard. Et Denise Wimard est citée dans une des 3 lettres de ma tante. Et là, ça a été franchement un choc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc évidemment, je fonce voir ce monsieur qui commence à me parler qu'il a connu mon grand-père dans les Ardennes, comment ça se passait, etc., etc. Et il me dit au bout d'un moment, il me dit, mais est-ce que ta mère t'as fait quelque chose pour elle? Je dis non, c'est un peu compliqué la famille. C'est un euphémisme. Et donc il me dit écoute, si tu veux, moi je peux écrire quelque chose et puis dire que je suis montée avec Denise et que j'ai vu ce qui se passait dans cette boutique, et que j'étais au courant, etc. Alors j'ai dit bon, d'accord. Et là j'ai commencé à plonger dans les archives familiales. Et là ma mère avait tout gardé. Elle avait gardé donc non seulement les lettres que mon père avait envoyées de Beaune-la-Rolande, elle avait gardé des cartes postales qu'elle-même avait envoyées depuis les Ardennes, où ça faisait des messages un peu codés. Il y avait comme ça des tas de choses. Et puis, donc j'étais avec tout ça. Et j'ai fait un travail universitaire. J'ai monté un dossier et je suis partie avec mon dossier
Et puis, comme je dis, avec David sous le bras, et j'ai débarqué rue Navier à l'époque. Et j'ai été reçue par une dame qui s'appelle Viviane Lambroso et qui a regardé un peu tout ce dossier. Et puis j'ai déposé tout ça. J'étais un peu surpris parce que d'habitude ils m'ont dit d'habitude on nous donne un tas, on nous donne un truc et puis on se débrouille avec. Alors moi j'avais fait un travail universitaire avec petit 1, petit 2, pièce 1, pièce 2, etc. Et puis voilà. Et ensuite, ensuite, rien. Si, il y a la plaque en 2013, la plaque qui devait être apposée dans le Rethelois, la plaque donc de cette fameuse Christine Dollard-Leplon qui était dans les Ardennes. Et là-bas, j'avais rencontré, il y avait mon oncle à l'époque, qui avait 16 ans, qui s'était échappé. Il y avait David, qui avait apporté les lettres, et il y avait un troisième monsieur qui a dévoilé la plaque, Roger Gelbart. Ce nom me disait quelque chose. Ce même homme, je le retrouve au mémorial de la Shoah, un jour où j'apprends, moi toujours très naïve, je découvre qu'on lit les noms des gens déportés dans les convois. J'y vais. C'était mon heure de repas. Et je m'inscris et je vois un moment ce monsieur qui descend les marches. Et à la fin, je lui demande alors question qui pouvait être prise de deux sens. Qu'est-ce que vous faites ici? Lui, il me dit malheureusement la même chose que vous. Moi, c'était référence à je vous ai vu en 2013 dans les Ardennes. Comment ça se fait que vous soyez là aussi? Et son épouse me pose cette question très déstabilisante. Votre mère a été reconnue juste, n'est-ce pas? Et je lui dis, mais pourquoi vous me posez cette question? Elle me dit, mon mari m'a beaucoup parlé d'elle, et m'a beaucoup parlé d'elle, et donc en fait, elle le mérite, etc. Donc je lui explique que le dossier est en cours. Elle me dit, ça fait longtemps? Je lui dis, je sais pas, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Elle me dit, c'est pas possible. Je lui dis, je sais pas ce qui est possible dans ces cas-là. J'ai aucune idée des délais. Et en fait, elle me dit, mais ça va pas du tout ça. Je lui dis, je ne sais pas. Et elle me dit, écoutez, mon mari, si vous voulez, peut témoigner également, parce que tout simplement, il est au courant, il a vu ce que votre mère a fait. Donc, témoignage du fameux Roger. Et en fait, c'est ce qui a débloqué le dossier. Ma mère n'a jamais été au courant de ce qui a été, ce que j'avais mis en place. En fait, tout a démarré à l'été 2011. Elle a été reconnue en 2014. Elle est décédée en fin octobre 2011. Elle allait avoir 96 ans. Bravo. Merci Mireille pour ce beau témoignage. Ça rappelle que derrière le mot juste, il y a des histoires et chacun a son histoire. Bien, nous allons passer aux questions-réponses avec notre invité. Si donc il y a des questions, on va les prendre une par une. Ça vous convient? Ah oui, pas par paquet. Allez, c'est bien. Allez, une par une. Quelle est la personne qui veut passer une? Faut dire que effectivement, ça a été dense ce soir. Oui, mais s'il y a des questions, oui, bien sûr. Bonsoir, alors je suis Marc Mandelson. Si je suis là, c'est parce que mes parents ont été sauvés aussi par des juristes qui n'ont pas été reconnus parce que le dossier n'a pas été fait certainement dans les règles, mais ils ont été là. Ma question en fait est de savoir si lorsque les gens étaient pris comme protecteurs des Juifs, qu'est-ce qu'ils risquaient lorsqu'ils étaient pris par les Allemands? Oui. Est-ce qu'ils risquaient leur vie? Est-ce qu'ils risquaient eux-mêmes d'être déportés? Il y a eu des cas. Donc, vous savez,
quand vous portiez l'étoile juive, vous n'étiez pas juif, vous vous proclamiez ami des juifs. Il y a eu beaucoup de cas aussi de gens, simplement pour cela, qui ont été arrêtés, qui ont été déportés. Alors, c'est pas comme en Pologne où vous étiez quasiment liquidés sur place, exécutés, fusillés. Le plus grand lieu de mémoire en Pologne sur une famille de justes du pays, c'est le cas, ça a été le cas, c'est quand ils ont été pris, toute la famille, ils étaient beaucoup d'ailleurs, ont été liquidés. C'était vraiment la sanction immédiate. Mais là, l'issue, elle était indirecte et non immédiate, mais arrestation et ensuite internement. Et après, faut prendre cas par cas, hein, mais il y avait bien sûr une sanction prévue par le régime. Ouais. Juste préciser que la police a gardé sur les murs qu'il était interdit de protéger les juifs. Il y a oui aussi. Ouais. Donc il y a l'idée d'une vraie désobéissance civile. C'est un terme, c'est une notion qui va arriver plus tard dans notre culture, mais on est dans une désobéissance claire et nette. Alors certains ne l'avaient pas forcément de manière consciente, hein, cette idée de transgresser la loi, parce qu'on a chacun notre perception des règlements, de la loi, de ce qui se fait, mais bon, même dans un village reculé, il savait qu'il prenait des risques. Et d'ailleurs, la preuve même, c'est qu'il n'en parlait pas, c'est qu'il prenait toutes les précautions pour que personne ne soit au courant, en tout cas que seuls les gens de confiance soient au courant. Est-ce que je peux prendre la parole 3-4 minutes, pas plus? Je remarque avec étonnement, que je suis apparemment le plus vieux ici. Je suis né en 40 et je me trouve avec des gens beaucoup plus jeunes que moi. Alors je voudrais donner mon petit témoignage d'enfants cachés avec mes sœurs, mais dans des endroits, et c'est ce qui m'a fait le plus de peine, séparés dans toute la France. J'ai été d'abord dans une nourrice rétribuée, donc oublions, mais ensuite j'étais caché chez des protestants qui faisaient ça pour toutes les raisons que vous avez dites très très clairement, et j'étais caché au risque de ces personnes, parce qu'elles prenaient un gros risque. Elles étaient protestantes, parlant allemand couramment, et elles ont été, on a frappé un jour à leur porte, et on leur a demandé, mais qui sont ces enfants? Parce que j'avais rejoint ma sœur chez eux, et on dit, mais ce sont mes enfants, parce que cette personne protestante vivait avec une femme qui avait dit à tout le village entier qu'elle était ma mère. Et je la considérais d'ailleurs comme ma mère. Et d'ailleurs, je n'ai pas souffert du tout de la séparation d'avec ma mère, parce que j'avais 2, 3 ans, 4 ans, et je me sentais bien. Par contre, j'étais très très triste d'être sans mes sœurs, parce que mon père nous a dit après la guerre, ne nous parlait pas beaucoup de cette période, ne nous parlait pas du tout, c'est classique, hein. Il ne voulait pas en parler, il évitait d'en parler. Comment vous appelez, monsieur? Daniel Layani. Et il ne voulait pas en parler, donc il n'en parlait pas. Et moi, je voulais dire. Mon père nous a dit après la guerre
qu'il avait voulu nous séparer tous les trois, et ses trois enfants, pour diviser les risques. Et ça, pour moi, ça a été un choc, parce qu'il ne parlait pas beaucoup de la guerre. Et quand il m'a dit qu'il nous avait séparés pour diviser les risques, pour en retrouver au moins un, et en fait, il a retrouvé les trois. Et l'aîné était caché à Notre-Dame de Sion. Et d'ailleurs, je dois dire que Notre-Dame de Sion a réussi leur coup, parce que elle a fini par se convertir à 40-50 ans. Alors, je crois que, en aparté, je crois que le monsieur a déposé un dossier, c'est bien ça, hein, que vous m'avez dit tout à l'heure. Vous avez déposé un dossier pour faire reconnaître, voilà, pour. C'est bien ça, hein. Non, mais c'est la moindre des choses de le dire. Tardivement, pour des raisons très multiples, très complexes, très... Oui, vous avez demandé juste des futurs, les personnes qui vous ont sauvé. Oui. Les noms. Le nom, il s'appelle Schauberger, Camille Schauberger. Oui, très protestant. D'accord. Alors, et je crois qu'il est en instruction, c'est bien ça. Le gros problème, c'est qu'il y avait qu'un témoignage. Oui, mais c'est maintenant, comme la disparition des derniers témoins, ce témoignage suffit. Il est en Israël, il est à Jérusalem en cours d'instruction. Voilà, en cours d'instruction. Non. Et pour la nourrice, vous aviez aussi, monsieur, pour la nourrice, vous avez fait aussi un dossier pour la nourrice? Pour le nourrice, Non, parce qu'elle a été. Ah bon, d'accord. Tenez. Qu'est-ce qu'il disait, Mike? Justement. Oui, mais alors, attendez, parce que moi, les nourrices, moi, je les défends, les nourrices, parce que elles ont joué un rôle très important. Parce que on découvre, enfin, c'était une réalité extrêmement multiple. Hein, avant-guerre, les gens partaient pas en vacances, donc ils envoyaient à la campagne, ils plaçaient leurs enfants dans les fermes, et des nourrices plus ou moins long terme. Et ça a été quand il y a eu la guerre et il y a eu les moments des persécutions, et les parents, surtout dans les grandes villes, enfin bloqués dans les grandes villes, ils se sont souvenus d'une personne et d'un lieu. S'il y avait une personne et un lieu dont ils pouvaient se souvenir, c'était le lieu de la nourrice. Et combien, et surtout pour Paris, par exemple, tout le grand bassin parisien, vous avez énormément de justes nourrices. Vous avez aussi les convoyeuses d'enfants vers les nourrices, parce que, et en particulier Clémentine de l'Étoile, je crois, cette femme de l'Épine, pardon, et qui avait tenu Clémence de l'Épine, qui avait tenu ce cahier que vous pouvez voir au mémorial de la Shoah, où elle notait, parce qu'elle en a convoyé des centaines, et elle notait avec un code les enfants et les familles, elle faisait des commentaires, enfin, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important dans l'histoire du sauvetage juif, les nourrices. Donc vous en êtes alors bon, le témoin un peu malheureux, c'était mieux avec les Schumberger, mais en tout cas. On a une autre question. Justement, à ce propos, au sujet du témoignage de monsieur, je voulais dire que nous avons été dernièrement au mémorial de la Shoah et on a été frappés de voir qu'il n'y avait plus de justes qui étaient mentionnés sur le mur depuis 2020. Donc, je me demandais s'il y avait de nouveaux dossiers qui étaient en cours. Non, mais ça, alors, Corinne, tu prends la parole, mais ça va être remis, réactualisé très bientôt. Hein. Je vais passer devant. Tous les 3-4 ans. Tous les 3-4 ans. Et moi, je me suis permis, au mémorial de la Shoah, de leur proposer à Jacques Fredge, je vais discuter avec Jacques Fredge, on verra, le directeur du mémorial, qu'il fasse aussi une lecture des noms des justes, puisqu'ils font, Mireille en parlait, chaque année, la lecture des noms des déportés. Ils ont le mur, ils ont les deux murs. Hein. Donc, ils peuvent aussi, peut-être un autre jour, pour l'Arabe du Veldiv, où il y a un jour de la résistance aussi, il y a aussi une journée de la résistance.
Aussi. Vous avez une autre question? Oui, bonjour. Sur Notre-Dame de Sion, moi je voudrais dire que la semaine dernière, ou il y a 15 jours, j'étais donc à l'inauguration à Levallois des Justes et j'ai vu qu'il y avait une sœur, Madame Agadish, et je suis rentrée en contact avec sa fille parce que ma mère a sans doute été sauvée en Sarthe, sans doute par les Sœurs de Sion, parce que il y avait un centre à Paris qui s'appelait le Centre du Marais, où elle allait faire ses devoirs. Donc ça, c'est un souvenir qu'elle m'a dit. Et au lendemain de la rafle du Veldiv, ma mère, donc son père et ses 3 frères et sœurs ont été arrêtés, les grands. Elle est dans la rue et puis mon oncle voit un policier, il a 2 ans, il se met à pleurer. Et à ce moment-là, il y a une voisine qui arrive et qui lui dit « Mais qu'a-t-il ce petit? Pourquoi il a peur de la police comme ça ?» Et elle raconte la rafle. Et donc, elle va aller voir ma mère. En fait, son mari travaille chez Toumain. C'est un grand magasin qui est fabricant pour les soldats, les uniformes allemands. Et donc, elle va faire obtenir à ma mère à ma grand-mère et à ma tante des Ausweis. Et ma mère va être placée en Sarthe. Alors, on ne sait pas très bien comment, mais en 43, dans le journal du Marais des Sœurs de Sion, on trouve 3 mentions du nom de Sankovic. Donc, on peut aussi se poser la question pourquoi en 43 apparaît ce nom-là à ce moment-là. Et donc, voilà, on cherche. Vous parliez d'Yves Moreau, je l'ai encore eu hier au téléphone en lui disant je ne comprends pas, je cherche, je n'arrive pas à trouver de lien, je n'arrive pas à trouver. Ma mère raconte des choses sur Maillet où elle était. Ce n'est pas possible qu'on n'ait pas plus d'informations. Donc, je cherche toujours, encore, on retrouve. J'ai rappelé quelqu'un qui était la petite fille d'une dame qui a caché, d'ailleurs, la question que je me pose en vous écoutant, c'est a-t-elle reçu la médaille? Parce que elle a caché des gens. Et voilà, on trouve encore, on cherche encore. Madame Agadish n'a jamais eu en main le journal de sa mère, sœur Joséphine, c'est ça, Joseph ou Joséphine. Mais il faut savoir aussi, ce qu'elle me disait, c'est qu'en 42, cette femme, elle arrête son journal quand elle revient de Grenoble en région parisienne, parce que moins ils écrivent et moins ils en disent, plus il y a de chances que ça ne se sache pas. Mais voilà, donc on cherche, on essaye d'avoir accès aussi aux archives qui sont pas toujours montrées, données, mais il y a des pistes. Donc je sais pas si votre famille était en Sarthe ou dans la région de Grenoble. Voilà. Voilà. Bon, il y a un livre qui s'appelle HK que m'a justement notifié. Voilà. Et mon père témoigne depuis le mois de mai dernier comme enfant caché. Lui était effectivement caché dans une famille qui a obtenu la médaille des Justes. Ma mère, elle, était cachée plutôt chez les Thénardier. Et moi, le problème que j'ai, et vous parliez de certaines choses, c'est que aujourd'hui, s'il témoigne, c'est surtout suite au 7 octobre. Parce que quand on voit et qu'on entend ce qu'on entend aujourd'hui, on essaye de faire réagir ce qu'on appelle la majorité silencieuse, qui n'est pas toujours évident. Et quand il a témoigné, il a découvert que peut-être par ce biais-là, il allait peut-être toucher. Mais voilà. Donc le problème, c'est les questions effectivement qui viennent après. Je pense que vous êtes entre bonnes mains avec Yves Moreau. Hein. Je l'ai trouvé très efficace et c'est lui qui a vraiment la meilleure connaissance pour le département. Hein, Donc il est habitué, il a fait une base de données extraordinaire sur. Oui, mais c'est moi qui lui ai donné les informations sur certaines régions. Oui, voilà. Enfin, c'est un échange de toute manière. Voilà, je crois mais c'était surtout sur chacun apporte sur les questions et comment présenter et comment faire qu'un enfant, parce que ce dont je me rends compte, c'est que ça reste encore très extérieur. Ils sortent du témoignage et ils comprennent toujours pas qu'ils sont un maillon de la chaîne et que comment faire que ces enfants fassent qu'un jour ils se conduisent comme des justes. C'est un peu la vocation qu'on s'est fait. Merci Joël, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions pour François Guillaume?
D'autres questions? Oui. Pardon. Bonjour. Oh. Parlez bien dans le micro. Je voulais juste ajouter un complément à quelque chose que vous avez dit lorsque vous avez expliqué que lorsqu'il y a eu l'entrée des Justes au Panthéon avec Jacques Chirac et Simone Veil, cette question que la France voulait reconnaître aussi son honneur dans les Justes et ne pas le laisser simplement comme une récompense de Yad Vashem, les Justes qui à ce moment sont venus au Panthéon ont reçu la Légion d'honneur. Oui. Bien, dans le prolongement de cette soirée, on a été hier à une avant-première le film va sortir dans une quinzaine de jours. C'était une avant-première avec le CRIF. C'était La vie devant moi avec Guillaume Canet et avec Guillaume Canet. avec Guillaume Gallienne et Sandrine Bonner. J'étais sur ce pas. Voilà, je vous le recommande vivement. Mais j'ai fait un chapitre sur la manière dont le cinéma, en fait, s'écarte. Je l'ai écrit il y a 2 ans, donc ne traite pas le sujet pendant très très longtemps, même avec Au revoir les enfants, qui on serait long à expliquer, mais Au revoir les enfants a été un peu phagocyté par le procès Barbie et le film qui était sur sur un personnage de Juste. C'est la première fois qu'il y a un personnage de Juste à l'écran. On s'est focalisé, la France s'est focalisée sur le fait de déporter les enfants. Voilà, c'est ça parce que c'était le chef d'accusation du procès Barbie juste au même moment. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en 87, c'est le même moment. Hein. C'est la sortie du film, le procès Barbie, et il y a un télescopage. Et moi, j'en avais parlé, parce que je m'occupais depuis longtemps. J'ai eu la chance de rencontrer Louis Malle peu avant qu'il meure, et il m'avait dit à quel point il était un peu déçu parce que le message il voulait vraiment faire aussi sur le père Joseph des Carmes, donc dans le collège d'Avon où il avait grandi, et que on avait surtout retenu parce que c'est aussi le plus émouvant évidemment la déportation des enfants, mais que il avait voilà. Et là je vois que depuis 2 mois entre le film d'Azanavicius, là le film de Gallienne, il y a quelque chose qui se passe du côté du cinéma qui est quand même une caisse de résonance, c'est tant mieux, beaucoup plus forte que les livres. Voilà. Oui, les deux sont complémentaires, mais c'est très bien que le cinéma, enfin, s'empare du sujet. C'est un français. Merci François Guillaume. On peut vous applaudir. Nous clôturons cette soirée en dédicaçant votre ouvrage. Merci infiniment à tous d'avoir été présents. Merci à vous. Oui, je t'en prie. Merci beaucoup. J'ai reconnu beaucoup de passages de la vie de mes Ah, vous parents. l'avez vu? Ah oui. Ma mère a été enfant caché pendant 3 ans. Ouais. Elle était avec sa sœur et mon oncle Ouais. Où à ça? Avignon. Dans Avignon? Dans Avignon, par une famille française. Et j'ai ces lettres, et d'ailleurs, elles ont été scannées, elles sont mémoires de la chambre. Ah, vous avez tout Ils ont donné. fait des expositions Ouais. sur les enfants cachés. Comment vous appelez? Veille. Veil avec un V.